Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec. It's on air. Politiquement incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Avec Nicolas. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Politiquement Incorrect. Voilà, je suis très ravi de retrouver ce siège que Marc et Hugo ont occupé les dernières semaines, mais évidemment, cela pourra se reproduire à d'autres raisons durant cette saison et les suivantes, puisque on espère que l'émission restera longtemps. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour les 3 ans de cette émission Politiquement Incorrect cette semaine. Ça y est, nous y sommes. 3e bougie à souffler sur le gâteau et on est très heureux évidemment de continuer à présenter cette émission. Vous l'aurez peut-être entendu avec un nouveau générique, alors on n'exclut pas là non plus de le faire évoluer, mais voilà, une nouvelle identité musicale pour cette émission Politiquement Incorrect. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro, 17e de la saison, la santé de nouveau cette semaine avec un 2e opus de notre série d'émissions sur ce sujet. Nous parlerons du livre de Michel Simès, un livre quelque peu polémique de l'animateur de France 5 et docteur que Marc a lu pour nous. Et puis nous parlerons aussi des questions d'alimentation et de gâchis alimentaire en saluant l'initiative d'Arrache d'Arambarche dont nous parlera notamment Hugo. Et puis évidemment Maxime n'hésitera pas à intervenir sur ces sujets, en particulier sur le 2e dont il a déjà eu l'occasion de nous parler dans cette émission. Et puis nous commencerons par la santé, pour ce sujet sur la santé, par évoquer les questions d'actualité également. D'une part, Geneviève Fioraso qui quitte le gouvernement pour raison de santé, et d'autre part, Ebola qui sévit toujours en Afrique. Où en est-on ? Nous essaierons de répondre un petit peu à cette question brièvement, notamment peut-être avec Marc, nous verrons cela. Pour débattre ce soir, seront avec moi Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Marc, bonsoir Marc. Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous. Et Maxime le retour, bonsoir Maxime. Bonsoir. Quelques semaines de vacances Maxime, ça y est, tu es revenu tout pimpant. De vacances, tu parles un peu vite. Non, j'étais en stage et j'ai travaillé dur, monsieur. Eh bien, voilà, c'est bien, il fait fonctionner l'économie française, notre Maxime national. Merci Maxime d'être avec nous ce soir. Mon économie personnelle déjà. Oui, écoute, c'est essentiel. Nous vous rappelons que nous sommes sur les réseaux sociaux, le Facebook Politiquement Incorrect et le Twitter Incorrect. Et comme le disait si bien Hugo la semaine dernière, REC, R-E-C-C, voilà, avec donc les 2 C. Également notre mail politique@radio-rec.fr. Nous vous rappelons, avant d'oublier en fin d'émission, que ce week-end, samedi, les journées portes ouvertes de la fac, journées portes ouvertes de 9h30, il me semble, à 17h. Voilà, si vous avez des petits questionnements, si vous voulez voir comment fonctionne une fac, si vous voulez voir les différentes formations proposées, rendez-vous sur le campus de Champs, mais également à l'IUT, plusieurs journées portes ouvertes organisées au sein de la Cité Descartes, donc n'hésitez pas, la fac en elle-même, mais aussi certaines écoles alentours. Hugo, tu voulais rajouter quelque chose ? Et de préciser qu'il y aura bien un stand de Radio Rec l'après-midi, en présence de certains présents. Voilà, effectivement, Hugo, je sais que tu seras présent, Marc également, sur ce stand de la radio. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou et éventuellement à discuter. Et puis dès la semaine prochaine, à faire une émission sur Radio Rec finalement. Voilà, c'est le but. Voilà. Tout peut se faire très vite. Bon, nous allons commencer cette émission avec, je le disais, l'actualité, puisque nous faisons notre 2e émission sur la santé. Nous préparions cette émission quand nous avons appris la nouvelle en début de semaine. Geneviève Fioraso a déjà, en fin d'année 2014, eu des petits soucis de santé. Elle avait déjà mis entre parenthèses son travail de secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et voilà que cette semaine, elle a décidé, c'est dans l'actualité, elle a dans un premier temps parlé de pouvoir éventuellement démissionner, et c'est tombé aujourd'hui. La secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche abandonne son poste pour raison de santé, évidemment habituelle prospection, je dirais, pour savoir qui va devenir le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur auprès de Najat Vallaud-Belkacem. Donc voilà pour l'information. On ne sait pas vraiment ce qu'elle a, et puis éventuellement ça ne nous regarde pas. Mais voilà, dans cette émission sur la santé, petit clin d'œil à l'actualité avec cette démission. Alors,
j'ai envie de vous dire, quand on démissionne alors qu'on est secrétaire d'État comme ça, c'est que ça doit être grave quelque part, parce que de ne plus pouvoir assumer cette tâche ou même se mettre en retrait, ne serait-ce que quelques semaines, c'est assez important. On parlait de santé la semaine dernière, Marc. Jean-Louis Borloo également avait abandonné, alors non pas un poste de ministre, mais un poste de président de parti. Donc voilà, quand on se met en retrait, c'est que c'est grave quelque part. Non, Hugo? Non, j'ai Oui, dit Marc, mais Hugo, si tu souhaites réagir. je vois que Marc était un peu lent à réagir, donc je me permets Toi, de t'es dépasser. pedant quand tu réagis, c'est pas pareil. Mais non, je rigole. Alors, non, c'est assez surprenant parce que les questions de santé en politique sont tabous de manière générale. Bon, on se rappellera notamment des problèmes de santé de Mitterrand Ouais. à la fin de son second mandat. De Sarkozy, lorsqu'il avait eu son malaise, de François Hollande, qu'on a déclaré, après son élection, on a su que c'était pas terrible, je crois, au niveau santé, me semble-t-il, mais je ne sais plus. Il y avait quelque chose, un petit problème de santé qui avait été soulevé. Bon, Et puis surtout Jacques Chirac, quand il avait fait un AVC lors d'un conseil des ministres, il ne voyait plus rien. Il raconte ça dans ses mémoires et il s'est affalé. voilà. Donc c'est pas quelque chose. Voilà, La chronique les littéraire, politiques la restent des humains, si vous voulez. La chronique littéraire de Marc sur le livre de Jacques Chirac, c'est pour bientôt. C'est-à-dire que je l'ai lu il y a très longtemps. Donc, puis surtout que c'est pas lui qui l'a écrit, donc c'est pas d'un grand intérêt. Mais Bon, comme la plupart comme des, la plupart. Mais la plupart des mémoires. Hugo, on te laisse réagir. Non, De mais moi- Gaulle les a écrits. Oui, mais Voilà. et De Gaulle est étudié au lycée en plus. Puis il pourrait plus les écrire aujourd'hui puisqu'il est mort. A écrit. j'ai pas C'est dit le écrit. concept des mémoires, parce qu'à un moment, tu écris tes mémoires, parce que tu es à la fin de ta vie, donc à un moment, tu vas bientôt mourir, tout simplement. Donc, Geneviève Forazo, j'espère pour elle, ne mourra pas demain. Laissons-lui déjà le temps d'écrire des mémoires. Non, moi, ça me rappelle l'histoire qui était arrivée à une autre ministre, Dominique Bertinotti, qui avait un cancer et qui a tenté d'assurer le plus possible sa fonction de ministre, si je me souviens bien, ministre de la famille et de la solidarité, quelque chose comme ça, des personnes âgées. Et donc cacher sa maladie. C'est la preuve qu'il y a quelque chose de tabou, parce que c'est assez logique, c'est humain après tout. On se dit que quelqu'un de malade est quelqu'un d'affaibli, donc inapte au travail. Et c'est d'ailleurs voilà. Mais un ministre qui va demander un arrêt maladie, forcément, va pouvoir se poser des questions. On se demande ce qui va pouvoir se passer. Nicolas, tu l'évoquais, mettre entre parenthèses, ce genre de fonction, c'est assez difficile, parce que qui pourrait la remplacer pendant ce temps-là, qui va mener les réunions, qui va mobiliser toute l'administration et les partenaires pour mener les projets comme ceux qui sont tous les enjeux autour de l'enseignement supérieur et de la recherche, et sa démission met justement sur le devant de la scène tous les enjeux qui sont ceux de son non plus de son ministère, mais de son secrétariat d'État. Donc voilà, il faut cet interlocuteur-là qui soit présent de manière continue. Donc aujourd'hui, il va avoir forcément une rupture, mais cette rupture, ça va être aussi une prise de relais. Donc je crois que, si je ne dis pas de bêtises, Najat Vallaud-Belkacem prend le relais, mais de manière transitoire. Elle est ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Voilà, elle a de toute façon la tutelle sur ce domaine-là, mais il semblerait qu'il faille trouver à la place de Geneviève Forazo, ou plutôt une remplaçante. Et c'est toujours la question de la parité. Bon, on la remettra pas sur la table aujourd'hui, mais voilà, idéalement Manuel Valls et François Hollande aimeraient trouver une femme pour remplacer une femme, pour retrouver cette logique de parité. Bien, messieurs, est-ce que vous souhaitez réagir davantage sur ce sujet, éventuellement, Maxime? Non, j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. J'imagine bien. Je trouve pas qu'il y ait un énorme suspense là-dedans. J'identifie un certain nombre de problèmes dans l'enseignement supérieur. Je suis pas sûr que ça soit intéressant d'approfondir, parce que ça pourrait nous amener un peu loin. Non, mais Donc on voilà, consacrera- et je suis pas convaincu que cette dame-là qui parte, ou que ce soit sa remplaçante ou son remplaçant, ça change grand-chose au Schmilblick. Donc voilà, je garde du temps de parole pour plus tard. Nous consacrerons une émission à l'enseignement supérieur dans les prochaines semaines. Justement, je voulais rajouter à ce sujet qu'effectivement, un mouvement social et un mouvement étudiant effectivement se tenait aujourd'hui, me semble-t-il. Donc voilà, c'est aussi dans un contexte assez compliqué. Donc si Geneviève Forazo a des problèmes de santé, peut-être vaut mieux
utile pour elle qu'elle quitte le gouvernement, étant donné effectivement la fronde qui semble monter dans l'enseignement supérieur et la recherche en ce moment. Oui, c'est justement pour ce genre d'enjeu-là, ce genre de mobilisation qui monte, on est jeudi en plus, donc jour de manifestation, qu'il faut quelqu'un de présent de manière continue. Et c'est pour ça que lors de sa première demande de démission, on lui avait dit non, on verra ça plus tard, on attend les prochaines élections. Mais voilà, il a fallu que ça arrive à un moment donné. Je pense que c'était un peu trop pressant, un peu trop nécessaire pour elle que de démissionner. Voilà, et puis évidemment, avec tous les médias qui sont autour des ministres lorsqu'ils sont en fonction, c'est sûr que c'est assez pesant. Enfin, ne mettons pas en doute évidemment les journées bien remplies des ministres, quoi qu'ils fassent, effectivement, et on a eu l'occasion de le dire dans cette émission, parfois de critiquer un peu le système, justement. Mais voilà, effectivement, ce n'est pas reposant d'être un ministre ou un secrétaire d'État, et donc forcément, bien mieux vaut se mettre de côté. On lui souhaite en tout cas un bon rétablissement. Autre actualité, effectivement, mais alors actualité qui est plus durable cette fois-ci au niveau de la santé, Ebola, vous le savez, cette maladie qui touche l'Afrique principalement, le continent africain. Ebola, la semaine dernière, nous apprenions que les États-Unis mettaient un terme à une opération militaire pour combattre cette épidémie au Libéria. Ebola, donc qui semble peu à peu effectivement être combattu sur différents fronts, différents pays africains, et qui a évidemment reçu le soutien, enfin les pays africains, pardon, ont reçu le soutien de pays comme les États-Unis, voilà, pour lutter. J'imagine que la France aussi est intervenue. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler dans une future émission. Marc, quelques éléments peut-être là-dessus sur cette maladie, En tout cas, épidémie en Afrique. oui, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça a fait ça a causé la mort de plusieurs milliers d'individus. Le foyer infectieux aujourd'hui est en passe d'être réduit. Alors les foyers les plus importants, à citer le Libéria, c'est vrai, il y a le Mozambique et la Guinée aussi qui ont été concernés à des proportions bien moindres, mais qui ont quand même causé au moins de 3 000 à 4 000 personnes, enfin la mort de 3 à 4 000 personnes dans certains foyers, dans certaines régions. Le phénomène, en tout cas, est en train de se dissiper, et du coup, les États-Unis ont considéré qu'il n'avait plus besoin de rester là-bas. Donc, affaire à suivre. En tout cas, je sais qu'il y a un gros dossier qui devrait sortir de la part de l'OMS concernant la fin de cette épidémie-là. Qui devrait sortir dans pas très longtemps. Je ne sais plus si c'est l'OMS ou une autre organisation qui, donc d'ici à mon avis un peu moins d'un mois, on sera en mesure d'en savoir un peu plus. En tout cas, l'épidémie est partie. En tout cas, c'était pas nouveau. Je veux dire, l'épidémie d'Ebola existait depuis bien longtemps, sauf que là, elle est réapparue. Et ça a nécessité la présence française, américaine et autres, même ONG ou même organisations de défense, enfin de médecins ou autres. Et en tout cas, voilà. Donc, on n'en sait pas plus aujourd'hui. On sait juste que l'épidémie est en passe d'être terminée, ce qui ne veut pas dire qu'en fait, la maladie est éradiquée au sens tel. Il n'y a pas de vaccin. Le traitement est très difficile à mettre en place. Et en tout cas, on n'est pas, je veux dire, tout risque de recontagion, on va dire ça comme ça, n'est pas incertain. Ebola, ce sont des milliers de décès, évidemment beaucoup de malades. Et puis, par exemple, voilà, ce chiffre, j'ai pas la source, mais ce chiffre de 2800 soldats en Afrique de l'Ouest, par exemple, qui ont été envoyés par Washington. Donc voilà, un gros dispositif, évidemment, Hugo. Non, ce qu'a rappelé Marc, c'est que c'est important. C'est pas une maladie nouvelle, mais ce qui est assez Oui, nouveau, c'est quand c'est même. son retour. Non, c'est le Enfin. fait que ça soit une épidémie. On a rarement vu, ou si ce n'est jamais vu, une telle diffusion du phénomène. Vous avez parlé de plusieurs milliers de morts. Le chiffre exact, c'est quand même 9807 décès selon l'OMS pour près de 24 000 cas, donc 24 000 malades. Et 9 pays. Donc voilà, on rappelle essentiellement en Afrique de l'Ouest, mais aussi on a eu des cas, et c'est ça qui a fait énormément peur et ce qui a fait parler, notamment en France, c'est qu'on a eu des cas aux États-Unis. Là, ça a été soigné. On a eu des cas, également en Espagne, au Royaume-Uni. Donc, voilà, des gens qui revenaient et qui ont été soignés en Europe. C'est ça aussi qui a fait parler, l'espèce de décalage. On soigne les Blancs, mais les Blancs européens, occidentaux, de manière générale. Mais on laisse les Africains mourir. Voilà, c'est cette espèce de décalage-là qui a pu également choquer. Mais ce qui est rassurant,
parallèlement à ça, c'est qu'aujourd'hui a été annoncé, c'est l'OMS, je crois, qui a fait l'annonce, il y a aucun nouveau cas déclaré d'Ebola au Libéria, qui est un des principaux foyers. Voilà, pour la semaine dernière. Bon, il en existe toujours au Sierra Leone et en Guinée, qui D'ailleurs, sont je crois les que je me deux. suis gouré. J'ai Voilà, dit c'est- Mozambique, je voulais dire Sierra Leone. Voilà, je me suis gouré. voilà, si on peut être d'ailleurs précis, pardon, on va citer les pays qui sont concernés, Mhm. voilà, pour être tout à fait clair là-dessus. Donc pas de Mozambique, on Oui. est plutôt en Afrique de l'Ouest, Libéria, Sierra Leone, Nigeria, Sénégal, Mali pour l'Afrique. Et également, je disais, il y avait les États-Unis, l'Espagne et le Royaume-Uni qui ont été touchés par des personnes qui sont allées en Afrique dans ces pays-là et qui sont revenus, notamment, il y avait le cas d'une infirmière espagnole qui avait fait à une des journaux. Près de 300 morts en une semaine entre la semaine dernière et cette semaine, ce qui Voilà, est quand même donc- un chiffre important. Oui, oui, il y a toujours des morts, hein. C'est pas fini. Ça touche la géopolitique évidemment dans les rapports qui existent entre les pays parce qu'on a dû fermer les frontières, parce qu'on a dû fermer les frontières si bien que une compétition internationale comme la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas été organisée par le Maroc, qui Comme a était refusé prévu, oui, initialement. par peur des migrations et d'une possible possiblement l'épidémie atteigne le pays. Et donc ça a été organisé par, si je me souviens bien, l'autre Guinée, la Guinée équatoriale. Et puis aussi parce que ce sont certains pays qui interviennent. On a parlé des États-Unis, mais il y a également la Chine qui joue un rôle de plus en plus important en Afrique et qui a joué un rôle également médical là-dedans, sanitaire et médical. Chine qui en jouera d'ailleurs bien moins dans les années à venir. Bon, je fais juste une parenthèse. En tout cas, tout ce qui est le principe de la Chine, c'est justement d'intervenir sur ces genres de maladies-là. Mais c'est bon, c'est pas le cœur de la Chine-Afrique. Mais en tout cas, depuis les années 2000, fin 90, début des années 2000, où il y a eu cette sorte d'envolée économiquement de certains pays d'Afrique, la Chine est arrivée. Sauf que elle a investi, elle a mis des gens là-bas, enfin des ressortissants chinois là-bas pour investir, pour faire développer. Puis on voit très bien qu'il y a une certaine résistance des populations locales quant aux populations chinoises qui investissent, qui du coup, selon eux, c'est aussi vrai, prennent des emplois. Et donc du coup, la Chine maintenant va investir de manière beaucoup plus par facteur, si vous voulez, des trucs qui rapportent beaucoup. Et la présence de la Chine là-bas sera bien moins importante et elle va beaucoup plus déléguer, c'est ça que je voulais dire au final. En tout cas, c'est la présence chinoise de ces 20 dernières années ne va plus se développer en termes de ressortissants, bien au contraire. Et c'est un grand tournant, à mon avis, que prend la Chine aujourd'hui, au vu justement des guerres qui reviennent tout le temps. La Chine a peur de ça pour ses investissements. Ça lui a coûté beaucoup d'investissements, notamment des pipelines et autres qui ont pu sauter. Et du coup, elle n'a pas envie d'investir là-bas et de mettre des ressortissants, notamment. Oui, mais du coup, ce que tu nous expliques, c'est que ça sera moins une présence physique que, Oui. je dirais, virtuelle, financière. Ça sera financé, une présence, Financier. une présence financière, je veux dire, avec beaucoup de ressortissants de la Chine depuis 20 ans tirent des liens là-bas, politiques et autres. Et ça sera beaucoup plus de la délégation aux populations de là-bas, qui toucheront évidemment des royalties forcément, qu'une présence physique là-bas. Et sur les investissements, ça va évidemment beaucoup bien changer. Ça va plus être dans l'espèce de développement ou quoi, ça va vraiment être sur de l'économie directe, c'est-à-dire pétrole, toutes les matières premières qui marchent encore aujourd'hui en Afrique, qui se développent. Certaines matières premières, pas toutes. Avant, la Chine investissait un peu partout dans les matières premières. Maintenant, on voit très bien qu'avec les envolées des prix de certaines matières premières, la Chine commence à voir qu'il faut investir sur certains trucs, dont le coton et le lin, par exemple, c'est des exemples, mais et du caoutchouc aussi. Et en tout cas, voilà, ça va être beaucoup plus ciblé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Beaucoup plus ciblé, et notamment le fait que la Chine aussi soit là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a besoin aussi de cette reconnaissance. Là, pour le coup, c'est du pur diplomatique, si je peux m'exprimer ainsi. Et bon, on verra bien ce que ça donne, mais la Chine va être moins présente physiquement là-bas. Enfin, pour terminer un petit peu cette revue de presse de l'actualité sur le
le sujet de la santé. Nous l'évoquions la semaine dernière, la grippe en France, la grippe saisonnière, eh bien, elle n'est pas qu'en France, cette grippe. Enfin, il y a également la grippe en Allemagne. Le Courrier international relaie cette semaine cette information. 2,2 milliards d'euros, ce coût finalement que coûte cette politique pour lutter contre la grippe en Allemagne et qui crée donc qui crée évidemment des conditions économiques assez difficiles. Hugo, je vais te laisser la parole. Et le Courrier international, dans son chapeau, nous dit l'Allemagne pourrait perdre 0,3 points de PIB au premier trimestre à cause de ce genre de choses, Hugo. Non, alors, oui, la grippe coûte de l'argent, mais c'est pas seulement le traitement de la grippe. Certes, le traitement médical de la grippe coûte, mais c'est également le fait que les gens arrêtent de travailler, notamment qui coûte de l'argent. Voilà, énormément, j'ai plus le chiffre en tête, mais énormément d'arrêts maladie. Donc les gens qui ne viennent pas ou qui s'absentent simplement. 2 à 10 millions de jours d'arrêt. Voilà, donc ça... Bon, vous me direz, la fourchette est relativement large. Non, mais ça fait déjà 2 millions, ça fait énorme. Et après, bon, jusqu'à 10 millions. Et ça représente ces 2,3 milliards que tu citais en début de récit, ça fait 0,3% du PIB allemand. Donc voilà, ça fait beaucoup pour une maladie qui est assez ancienne et que l'on pensait pouvoir traiter, mais qui revient finalement chaque année. Et que, voilà, il serait peut-être temps de trouver un remède à cette maladie, qui serait aussi un remède finalement pour l'économie de l'Allemagne, mais aussi de la France, parce que je suppose que les chiffres qui sont avancés pour l'Allemagne se retrouvent peu ou prou pour la France. Et de préciser que je ne crois pas que l'article soit directement de Courrier International, mais Courrier International est davantage un relais, un traducteur de la presse internationale. Donc ça doit être un journal allemand dont l'identité m'échappe. Oui, et qui n'est pas présente sur l'article, donc voilà, c'est possible que ce soit... De toute façon, c'est tout à fait possible, mais de toute façon... on mettra l'article sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Bien entendu. Eh bien, nous allons passer au regard de Marc sur le livre de Michel Simès que tu as lu très récemment, puisque la semaine dernière tu n'avais pas encore fini de le lire, me semble-t-il. Tu souhaitais nous en parler, ça tombe bien. Le livre de Michel Simès qui crée la polémique, c'est en tout cas ce que relaie le Figaro, mais d'autres sites évidemment. Michel Simès qui était il n'y a pas si longtemps que ça l'invité de Michel Drucker sur France 2, tout un après-midi et un début de soirée. Donc voilà, Michel Simès qui a sa réputation d'homme très sympathique qui est à l'antenne sur France 5 et qui présente le magazine de la santé. Il est médecin lui-même et donc voilà, il a écrit ce livre qui aborde entre autres, je ne sais pas, les camps de la mort, enfin les médecins dans les camps de la mort plus précisément, et tu vas nous en parler dès maintenant. Oui, les médecins dans les camps de la mort, c'est plutôt ce qu'ont fait les médecins. Et ce qui a choqué Simès, c'est de se demander comment ces gens qui ont signé le serment d'Hippocrate, donc que tous les médecins se doivent de signer avant d'exercer, ont pu faire des expériences sur les humains. Alors, la démarche de Simès, il faut bien la situer. C'est pas un ouvrage d'histoire, c'est pas un ouvrage de médecine non plus. Ça lie un peu les deux. Moi, je dirais que c'est un essai qui lie des perspectives un petit peu historiques et des perspectives aussi médicales, puisqu'il y a toujours des petits éléments médicaux qui viennent corroborer son approche. Alors, il précise bien que son ouvrage, sans deux ouvrages principaux, il n'aurait pas pu écrire son livre. Les deux ouvrages principaux sont Croix gammée contre Caducée, les expériences humaines en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale de François Bayle, qui est écrit en 1950, et Les médecins de la mort de Philippe Aziz, qui est publié en 1975. Alors, Simès, juste pour le situer, c'est un petit-fils de déporté qui a longtemps, il l'explique dans le prologue de son livre, a longtemps repoussé cette échéance de travailler sur les camps de la mort, sur les médecins des camps de la mort. Mais ce qui l'a amené à faire ce livre, ce sont deux idées principales. Et, dans beaucoup, ce qu'il relate, deux opinions reviennent sans cesse quand on demande à des gens de dire ce qu'ils retiennent de cette période. La première, c'est les médecins nazis étaient des fous et n'étaient pas compétents. Or, Simès va démontrer qu'ils venaient des plus grandes facultés allemandes et qu'ils n'étaient pas fous du tout, à part quelques exceptions. Alors, ce qui se passe, c'est que
Après le procès de Nuremberg, le classique, où est créée la notion de crime contre l'humanité, donc de novembre 45 à octobre 46, le procès des médecins arrive juste après. Donc c'est pas en même temps du procès de Nuremberg, ça arrive bien après. Alors sur le banc des accusés, on a une vingtaine de médecins qui avaient exercé dans les camps comme Dachau ou Auschwitz-Birkenau. Et alors on a 4 chirurgiens, 3 dermatologues, 4 bactériologues, un spécialiste de médecine interne, un radiologue, 2 médecins généralistes, 4 chercheurs et un généticien. Alors beaucoup sont sortis, comme je disais, des grandes facultés allemandes qui à l'époque sont très réputées avant la venue du Troisième Reich. Pour se défendre, ils vont exprimer cet argument. Alors, déjà le caractère obsolète pour eux du serment d'Hippocrate, l'analogie avec les expériences menées aux États-Unis, la responsabilité du totalitarisme hitlérien, le caractère désintéressé des chercheurs, le souhait d'améliorer le sort de l'humanité, la limite des modèles animaux expérimentaux et l'occasion pour les détenus de se racheter pour les crimes qu'ils ont commis. Après le procès de Nuremberg va naître quelque chose dont parle Simès, qui est à mon avis la seule chose dont il faut retenir de ces expériences, c'est que va naître le code Nuremberg qui va en fait limiter les expériences qu'on peut produire sur des humains et qui va être modifié par la suite, mais en tout cas ça base bioéthiquement les règles des médecins. Alors il y a plusieurs expériences, je ne vais pas revenir sur tout le livre, mais il y a quelques points qui sont intéressants. Il y a notamment le cas de ce médecin allemand, M. Sigmund Rascher, qui observe les pertes allemandes pendant la guerre. Pour lui, il faut sauver des vies. Le grand problème, c'est l'aviation. Il faut faire donc des expériences sur les humains. Parce que le grand problème, j'essaie de résumer, beaucoup de parachutistes sont balancés des avions à une certaine hauteur. Et ils se rendent compte qu'à une certaine hauteur, il manque d'air. Il y en a même qui trouvent la mort. Alors, il essaie de trouver la hauteur maximale à laquelle un parachutiste peut sauter sans risquer de mourir. Il va obtenir de Himmler une cabine de décompression et ça va être pour lui magique. Ça va être le début de ses recherches. Ça va être pour lui, il le dira d'ailleurs dans le livre, hein, dans un témoignage, ça sera le plus grand moment de ma vie quand il obtiendra cette cabine de décompression. 2 problèmes qui se posent aux parachutistes. L'hypoxie, le manque d'air, l'hypothermie, le manque de chaleur quand on a froid ou autre. Donc ce sont les 2 écueils des aviateurs. Rascher, il faut absolument régler ça, on perd trop d'Allemands dans les airs et on ne peut pas s'en passer. Alors il faut passer pour lui des gros animaux, avant on opérait sur les gros animaux, mais la médecine à l'époque empêchait de faire des expériences sur des animaux. Il y avait beaucoup de lois qui restreignaient de 33 à 35, donc il dit il faut passer à un plus gros animal, on va prendre les hommes. Donc, il va prendre... Alors, il y aura évidemment des juifs, mais pas seulement. C'est aussi des prisonniers politiques ou même des gens qui sont condamnés à mort. Donc, c'est assez hétérogène. Donc, il va commencer l'expérience à 12-13 km avec cette cabine de décompression. Bon, les gens sont pas bien, ils ressortent de là-dedans, ils sont pas en forme, mais ils survivent. Alors, il se dit qu'il faut absolument trouver la limite. Il va monter à 15 km. Donc avec la pression, je sais pas, je suis pas ingénieur. En tout cas, il va faire en sorte que la cabine de décompression soit comme si les parachutistes sautaient à 15 km de hauteur. Il va même supprimer l'oxygène et là, hécatombe. Hécatombe, beaucoup de morts et du coup, Rascher va se dire j'ai trouvé la limite, c'est 15 km. Après, il va falloir travailler, encore une fois pour les parachutistes, sur l'hypothermie. Quand un parachutiste tombe, s'il a la chance de ne pas mourir, il va arriver dans l'eau. Sauf que l'eau est froide. Donc, il va falloir absolument essayer de chercher jusqu'à la température, jusqu'à quand un individu peut tenir dans l'eau froide sans mourir, on va dire ça comme ça. Et pour ne pas fausser les expériences, Rascher va dire il faut absolument ne pas mettre d'anesthésiant. Il faut vraiment que ça soit l'éther. Donc on prend pareil soit des exilés, enfin des condamnés à mort ou des juifs ou même des tziganes, et on va les laisser dans une espèce de piscine de 2 mètres sur 2, eau glacée, avec de l'eau glacée, et on plonge les individus là-dedans, habillés bien évidemment en combinaison d'aviation. En conditions réelles, on va dire ça, voilà, et on attend. Alors évidemment, il y a un médecin qui est là, qui voit les battements de mon cœur, et quand le battement du cœur s'arrête,
il compte, ça fait tant de temps, donc un individu peut tenir tant de temps sans mourir. Alors après, il raconte, Simès, que pour se racheter, on va dire ça comme ça, les médecins offraient après à ces cobayes, comme ils les appellent, des prostituées. Voilà. Et alors le but, justement, c'est déjà d'une, qu'ils puissent copuler, s'amuser, mais surtout, ils les regardaient, et surtout, ils essaient de voir combien de temps une personne qui souffre d'hypothermie peut arriver à faire l'amour à une femme. C'est aussi, alors ils comptent, pareil, ils disent, tant de temps, c'est bon, ils peuvent le faire. Donc c'est voilà, en tout cas, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que chaque expérience est légitimée, entre guillemets, par des nécessités militaires. C'est aussi ça Alors on passe maintenant, après le parachute, vient la soif. Un individu qui saute, il arrive à survivre dans le froid, il faut qu'il boive. Alors on sait, alors ça je ne savais pas, mais on peut survivre 3 à 4 jours sans eau, et voire 8 jours dans des conditions idéales, donc avec une température spécifique, moi j'en sais pas plus. En tout cas, reste que William Bellbog veut savoir combien de temps un individu peut rester sans boire, et surtout s'il boit de l'eau de mer, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand on a soif, on boit de l'eau de mer, c'est comme ça que ça se passe. Alors il se rend compte qu'au bout d'un certain moment, à force d'ingérer de l'eau de mer, les reins doivent éliminer le sel, et du coup, au bout d'un moment, ils peuvent plus, et ça va créer de la déshydratation. Et cette déshydratation va créer encore plus de la soif. Donc c'est un vrai problème, puisque le sel attire l'eau. Et en quelques jours, ils font l'expérience, buvez de l'eau de mer, et en quelques jours, les cobayes se tordent de douleur. Et il y a cette expérience, il y a cette anecdote que raconte Simès, qu'à un moment, un infirmier passe dans la salle, et il oublie de passer la serpillière, il oublie de reprendre la serpillière, ce qui fait que les cobayes, ils n'avaient pas bu depuis 4 jours, se jettent sur la serpillière pour voir l'eau croupie qui était dedans. Et Rasher, du coup, oui, mais vous avez faussé l'expérience, parce que vous avez bu de l'eau. Donc, attaché sur un lit ou condamné à mort. Voilà, c'était en tout cas le traitement assez dégueulasse qui pouvait être qui était infligé, voilà, chercher le mot, à ces gens. Donc, en tout cas, voilà, les pertes sont nombreuses. Et en tout cas, le but était encore une fois de voir si on pouvait trouver un remède pour rendre l'eau salée potable. Et en fait, toutes les expériences ont montré les expériences nazies en tout cas, n'ont pas été concluantes. Alors, autre expérience, l'hypérite, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est le gaz moutarde, notamment qui avait rendu, une cécité à Hitler pendant la Première Guerre mondiale. Le gaz moutarde, c'est un vrai problème. On a une guerre chimique, les Allemands se disent, il faut absolument trouver une solution contre ce gaz, trouver un remède. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on prend des individus. On les met dans des bacs gorgés de crésolol. Alors le crésolol, je ne savais pas ce que c'était. En tout cas, reste qu'aujourd'hui, c'est utilisé pour désinfecter les box et les vannes dans lesquelles on transporte les chevaux. Donc c'est quelque chose de très puissant. Donc eau, crésolol, et on enlève toutes les bactéries des cobayes pour aucune bactérie soit en plus dans cette expérience. On les désinfecte totalement. Ce qui va se passer après, on les amène, 2 groupes de 15 sont formés, on les amène ensuite dans l'infirmerie. Alors Hurt Auguste, s'appelle-t-il, va leur verser une goutte d'hypérite sur le bras, sur l'avant-bras. Et Simès raconte, ça c'est un autre truc, une goutte d'hypérite, au bout de 6 heures, ça tue. Enfin, une petite goutte, après ça s'infère. Il y a 6 heures d'attente avant que ça se répande vraiment dans tout l'organisme. Donc on dépose une goutte d'hypérite sur les cobayes. Au bout de 6 heures, ils se tordent de douleur, il y a des grosses plaques rouges qui arrivent, et ils ont du mal à respirer. Et bien évidemment, le docteur Hurt Auguste, va dire, oui, mais pour que ça soit cohérent, il faut que je fasse un groupe sans traitement et un autre groupe avec traitement. Ce qui fait qu'au bout de 6 heures, il va essayer de proposer un antidote, des crèmes, des pommades, des injections. Et l'autre, donc un groupe qui est laissé sans injection, un groupe avec injection. Dans les 2 cas, on va relever à peu près au total 8 morts, et les autres qui seront paralysés, à mon avis, qui seront vraiment très mal en point, quelquefois paralysés. En tout cas, l'hypérite, donc aucune solution n'a été trouvée. Avant-dernier exemple, le typhus, ça va être... Alors, le typhus, c'est une des maladies qui ravagent aussi le côté allemand, pas que le côté allemand. Et il faut absolument trouver le temps de résistance d'une personne au typhus, essayer de trouver une solution, essayer de voir comment il se propage, combien de temps les gens peuvent vivre avec, et surtout voir comment il se propage. J'ai déjà dit peut-être, je sais plus. Moi, j'ai déjà dit. Bon, bref, alors en tout cas, je vais y arriver. Ils vont, premièrement, essayer de trouver une technique pour injecter la maladie. Ils veulent trouver la solution pour que le typhus s'injecte le plus rapidement. Alors, en intraveineuse, ça marche bien. Donc ils vont faire en intraveineuse. Ils se rendent compte que, finalement, avec comme la propreté, la saleté régnait dans ces camps, ils se rendent compte que c'est le pouls.
qui est vecteur du typhus. Alors en tout cas, en voyant l'épidémie, ils vont dire bon bah on peut pas régler le typhus, donc on va l'injecter à tous ceux qui sont malades pour les faire mourir plus vite. En gros c'est ça, réinjecter une dose de typhus pour les faire mourir plus vite si on veut, voilà c'est terrible. Donc voilà, en tout cas toutes ces expériences sont racontées par Simès, il y en a bien d'autres mais je vais pas toutes les raconter. Et au final ce qui choque Simès dans le livre, c'est qu'il y a vraiment selon lui une légèreté des peines à Nuremberg. C'est vrai que les peines ne sont pas exceptionnelles et des jugements, en tout cas les jugements sont rendus les 20 et 21 août 1947. Mais ce qui est intéressant, et c'est la fin de son livre, il remarque que beaucoup, dans l'agitation de la libération, le Pentagone va décider en fait de créer, alors j'ai pris juste les acronymes parce que je voulais pas le dire en anglais, la JIOA, qui est en fait chargée par le Pentagone de recruter des scientifiques nazis pour l'armée, pour aider l'armée, pour aider la marine, après la CIA et la NASA. J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça, Maxime, je me suis dit ça va lui faire plaisir. En tout cas, pour eux, pour les Américains, après l'indépendance, il faut, avec cette rhétorique de la bombe atomique et autres, il faut arriver à dominer technologiquement les alliés, enfin l'Europe en règle générale. Et ils vont piocher dans ces criminels nazis parce que avant le Troisième Reich, je disais tout à l'heure que la science allemande dominait, puisqu'entre 1900 et 1933, c'est plus de 71 des prix Nobel qui sont allemands. Donc il y a vraiment une sorte de domination allemande dans la médecine, elle est très reconnue. Ce qui va pousser notamment une entreprise américaine et même les services secrets américains à embaucher d'anciens nazis, notamment Monsieur Otto Ambros, qui doit fabriquer du gaz sarin qui est apparemment, je ne sais pas ce que c'était, en tout cas 500 fois plus toxique que le cyanure. Donc c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Donc il est recruté par l'entreprise IG Farben. IG Farben. Ouais, toi, tes amis, voilà. Et juste pour l'anecdote, il termine là-dessus. Ah, voilà, tu connais. J'étais en train de chercher ça parce que effectivement. Voilà, donc il est recruté par IG Farben, voilà, c'est ça. Et pour l'anecdote, donc en fait, il se rend compte, ça se termine comme ça son livre en se demandant est-ce que les expériences nazies ont pu servir. C'est un petit peu ça le but, c'est de dire est-ce qu'on peut éthiquement s'en servir et est-ce qu'elles ont servi à quelque chose. Il en vient à la conclusion que pas du tout. Il en vient à la conclusion que ces expériences auraient pu être faites sur des animaux. Il en vient aussi à la conclusion que tous les résultats n'ont pas été réutilisés, à part dans le cas justement des médecins en tant que tels quand ils sont partis aux États-Unis. Et pour l'anecdote, est-ce que vous vous souvenez en 2000, enfin je sais plus si c'était en 2000, dans les années 2000, du scandale de la thalidomide. Vous savez, c'était ce médicament qui était donné aux femmes pour éviter les vomissements suite à une grossesse. Ça a fait un grand scandale dans ces années-là, ce qui fait que les enfants qui sont nés et les mères avaient ingéré ce médicament sont nés avec beaucoup de malformations, des choses atroces. Vous tapez thalidomide sur le site, vous verrez toutes les malformations. Et là, je termine. Et comme par hasard, qui était à l'origine de ce médicament en 1950 ? Un médecin nazi qui avait été chargé par IG Farben, toujours, de faire ce médicament. Donc voilà, le livre se termine comme ça, et en tout cas, c'est quelque chose d'assez intéressant. Les chapitres sont très courts, ça se lit très facilement, plutôt bien écrit, je trouve, et on va à l'essentiel, et on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de témoignages aussi. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais donner la parole à Maxime pour une réaction peut-être sur cette chronique, sur son contenu, sur ce que tu veux finalement. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, quoi. Merci, Maxime. J'étais pas. Hugo Ouais, non, mais j'étais pas. Je connaissais pas toutes ces histoires. C'est terrible, quoi. Après, je m'étais intéressé un petit peu aux liens qu'il y avait pu avoir pendant la Seconde Guerre mondiale entre, on va dire, les vaincus et les vainqueurs, parce que on a vraiment dans l'histoire officielle l'impression qu'il y a des gentils, des méchants. Des tyrans, puis des grands démocrates, des monstres et des humanistes de l'autre côté. Et c'est vrai, quand on creuse, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça. J'avais abordé ça sous l'angle un peu financier, où on avait pu voir, notamment grâce aux travaux, je crois, de Anthony C. Sutton, que la Wehrmacht et le Reich avaient été financés par des grandes banques de Wall Street, qu'il y avait justement une espèce de partenariat plus ou moins caché au niveau de la science, dans le domaine médical, dans le domaine de l'armement, etc., justement avec la société IG Farben. D'ailleurs, je crois que les gaz moutardes ont été ensuite réutilisés par Monsanto, et je crois que c'est toujours utilisé dans les pesticides. Et par Amora.
Oui, bon, bah, je savais pas. Mais, Non, mais mais c'est vrai que c'est ça que c'est... Ah Ah oui, d'accord, moutarde. D'accord. Ok. Pardon. Ouais, alors. Il a osé. Il a osé, bordel. Continue, je t'en prie. Non, Pour mais relever voilà, le- c'est vrai qu'il y a des liens, quoi, et peut-être qu'effectivement on pourrait approfondir encore plus là dans ce truc-là, quoi. Hugo, pour quelque chose de plus sensé que mes remarques. Voilà, va-t-on se remettre de cette tentative de blague Enfin, c'était une blague, même si elle est mauvaise, mais c'est pas une tentative. J'ai été jusqu'au bout. Ça t'aura bien fait marrer, en tentative, tout moi cas. j'aurais dit. Ouais, je dis rien. Non, déjà c'est intéressant de présenter des ouvrages comme ça, des ouvrages plutôt médicaux, scientifiques, qui ne sont pas nos domaines par ailleurs. C'est pas. en tout Ça cas, fait plus voilà, journalistique, je là. le précise, Ça mais fait c'est plus journalistique, là. C'est intéressant de voir voilà, qu'il y ait une, comment on appelle ça, une démocratisation de ces thématiques-là. J'ai perdu le mot, mais voilà, pour qualifier, voilà, on donne accès à tout le monde à ce genre de Démocratisation. Vulgarisation. voilà, vulgarisation, c'était le mot que je cherchais. Voilà, une vulgarisation, mais qui, voilà, on voit qu'il y a toujours quand même Michel Simès, même si on le voit plus au zapping qu'autre chose, ça reste quelqu'un de très... Pour ses très- blagues, lui voilà, aussi, pour d'ailleurs. ses blagues de Ouais. bonne qualité. D'ailleurs, il raconte quand il a été voir, quand il a été voir à Strasbourg, c'était là où étaient les anciennes cuves où on enlevait les bactéries des gens. Il y va, puis il a raconté une vanne au mec, ça l'a pas fait rire, elle a dit bon, j'ai arrêté. Il le raconte. Voilà, alors, voilà, Michel Simès qui est connu pour faire ses blagues, mais est aussi un médecin reconnu. Oui, quand il était intervenu notamment sur le plateau de C'est à vous, l'émission d'Anne-Sophie Lapix. Non, c'est pas ça. Ah, Qui si, est-ce qui la c'est présente ça. maintenant? Si, c'est Anne-Sophie Ouais, c'est Lapix. plus maintenant à Sophie Lapix, je crois. Si, qu'il- si, c'est toujours. Ah elle. non, c'est Voilà, ça a changé. c'est Lemoine. Voilà. Bon, eh Je dis bien. pas de Elisabeth Lemoine, je crois. Et non. Tu vas réussir à finir, Hugo. Mais là, ça a pas l'air d'être un ouvrage très scientifique. Enfin, je sais pas, du coup, je l'ai pas lu. Moi, Mais je- ça moi, a l'air d'être plutôt journalistique, c'est-à-dire Non. qu'on va. C'est pas journalistique. Moi, je trouve pas trouver. Je te laisse finir après, Hugo. Mais c'est pas du tout journalistique. Je pense qu'il y a vraiment. C'est mis en récit. C'est ça qui est intéressant. C'est pas que des faits. Moi, je l'ai présenté comme des faits parce que je voulais pas vous embêter avec tout ce qu'il racontait autour. Mais c'est vraiment mis sous forme de récit. Bon, il le dit, c'est pas un ouvrage d'histoire, c'est pas un ouvrage non plus de médecine. Et Ouais, je dirais ouais, pas que c'est c'est ça, du ouais. journalisme non plus, du journalisme d'investigation. On a vraiment une recherche parce que il y a quand même un sorte de raisonnement derrière que de dire. Il a enquêté. Il a enquêté, mais il a essayé aussi de produire un raisonnement, de savoir. En tant que lui, de sa place de médecin. Voilà, comment en fonction de voir le serment d'Hippocrate, quel problème, pourquoi c'était détourné, est-ce que l'éthique médicale a été respectée ou non. Il y a quand même, si vous voulez, c'est pas juste des témoignages comme ça balancés, même s'il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. C'est vraiment, ça va à l'essentiel et il y a quand même un esprit critique et un certain raisonnement quand même dans son livre. Je termine donc ma phrase effectivement et puis je redonne la parole à Hugo qu'on a interrompu et désolé Hugo pour dire qu'effectivement donc il était intervenu dans l'émission de C'est à vous où il était invité présenté bel et bien par Anne-Sophie Lapix et c'est effectivement le journaliste chroniqueur Cohen Patrick Cohen qui a fait un malaise sur le plateau et donc voilà ce soir-là en plus où il y avait Michel Simès et qu'il est intervenu et pour eh bien, tout simplement pour l'aider dans son problème voilà, immédiat. Et puis ensuite, l'émission s'est poursuivie. Hugo, donc on disait Voilà, tout ça effectivement... pour dire que comment s'appelle-t-il, Michel Simès est un médecin. Voilà. Merci de le rappeler. Non, pour revenir sur le contenu. il continue de consulter. Oui. Mais Il va oui, nous faire c'est- tout son curriculum vitae, je crois. Non, Voilà. mais à la différence de Marina Carrère-Dancos qui, elle, a arrêté son métier. Très bien. Alors, je vais Alors, continuer. Il exerce aussi dans un hôpital de Paris. C'est bon, j'arrête là. Tu veux qu'on présente le troisième larron de l'émission aussi? Non, bon. C'est qui? Il y a un troisième larron, je connais pas son nom, Benoît, je crois, quelque chose. Bref, peu Et importe. alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Je n'en sais rien, on s'en fiche après tout. Tu regarderas toi-même, il doit y avoir une fiche Wikipédia. Non, sur l'ouvrage précisément de Michel Simès, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, les médecins qui ont pratiqué ces expériences ont beaucoup moins soigné qu'ils n'ont tué. Et ça, je trouve ça... ils vont quand même à contresens de ce qu'est la médecine. La médecine, en plus, est censée être neutre, quelque chose de neutre, comme tu l'as dit en plus, sous tutelle du serment d'Hippocrate. De la politique, quoi. Oui, de la politique, de morale aussi. Bon, ça pose toujours la polémique autour notamment de l'euthanasie. Hein. On voit, comme on a pu déjà en parler avec Marc,
ce positionnement-là face à la mort, c'est toujours difficile de se passer. Mais là, on voit voilà, qu'ils mettent de côté déjà l'apolitisme du métier de médecin et également le serment d'Hippocrate. Donc ça peut être assez léger, voilà, léger comme l'ont été, et comme le rappelle Michel Simès, les peines qui ont été prononcées à l'encontre de ces médecins. Ensuite, pour revenir sur la fin de l'ouvrage, c'est assez choquant de voir la réutilisation qu'en font les États-Unis notamment, mais comme l'a pu le signaler Maxime, c'est presque monnaie courante après la guerre de réutiliser. Bon, là, en l'occurrence, ce ne sont pas les meilleurs éléments, mais ce que l'on croit être les meilleurs éléments d'un régime failli, que l'on a malgré tout combattu, mais on essaye. Voilà, on vous a fait la guerre, autant récupérer quelques bénéfices finalement. Ouais, c'est Et que chez certains acteurs, il n'y a pas vraiment de patriotisme ou de Oui, choses voilà. comme ça, quoi. C'est que, Par ailleurs. je crois, tu vois, du coup, à force, ça me revient. Là, je crois que c'était les industries Ford qui avaient largement aidé justement Ah, mais- le Troisième Reich. Il y avait aussi. Mais Ford, c'est par idéologie pure et simple. Je crois qu'il y avait aussi les Rockefeller qui les avaient aidés sur le plan du pétrole pour les rendre le plus autonome possible en termes d'énergie. Donc tu vois que finalement c'est quand même curieux. Tu te dis bon, c'est des grandes entreprises qui sont américaines. Normalement on nous expliquait que l'Amérique était opposée aux nazis. Donc comment ça se fait qu'ils cèdent? Bon, c'est là que tu vois effectivement passer certaines strates, c'est d'autres enjeux, c'est d'autres. Donc là il l'aborde rapidement quoi. Mais c'est peut-être ça. Mais après, tu parles de Ford, il y a aussi des positionnements idéologiques qui diffèrent. Il y en a qui se positionnent là simplement en tant qu'acteur économique, je dirais rationnel, donc moyen de faire de l'argent, Oui, scientifique ou de renom a priori, donc on va les appeler, on va les recruter. Que chez Henry Ford, il y avait un antisémitisme viscéral, une admiration pour Hitler. Donc voilà, ça allait de soi qu'ils soutiennent le régime hitlérien. Alors, ce livre, Hippocrate aux enfers, a également fait parler de lui malgré lui finalement, puisque c'est l'AFP. Alors l'AFP, on le rappelle, hein, c'est l'agence qui a annoncé la mort de Martin Bouygues ce week-end alors qu'il n'est pas mort. Et donc l'AFP avait en gros eh bien, dit que Michel Simès disait qu'il y avait encore aujourd'hui des restes je vais y arriver, mise en cause, voilà, de victimes juives, pardon, du nazisme à l'université de Strasbourg. Voilà en gros ce qui avait été dit, comme quoi Michel Simès écrivait ça dans son livre. Oui. Vas-y, Et donc évidemment l'éditrice et Michel Simès eh bien, ont fait remarquer que les journalistes n'avaient pas bien lu ce qui est écrit dans le livre, qu'il fallait pas le lire comme ça. Donc peut-être que Marc, tu pourras nous dire. Oui. Voilà, l'éditrice c'est Sylvie Delassus, l'éditrice de chez Stock. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est les blocs dont je vous ai parlé, l'espèce de gros frigo où on désinfectait les malades. Donc, c'était à l'université de Strasbourg. Hein. Ça ferait plaisir, enfin pas plaisir à Hugo, mais à l'époque, l'Alsace-Lorraine était, enfin, il y avait des restes là-bas à Strasbourg suite aux annexions diverses et autres. Et en tout cas, l'université de Strasbourg servit à cette époque d'expérience, de lieu d'expérience. Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'après la guerre, ils se sont dit, après, quand les Alliés sont arrivés et qu'ils ont libéré Strasbourg, entre guillemets, on va dire ça comme ça, les médecins qui étaient sur place, ils se sont dit il faut absolument dégager les corps. Sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, ils sont partis en exil. Et il y a un témoignage, j'ai plus le nom, il faudrait que je regarde, un témoignage de quelqu'un qui disait, dans les années 70 ou 80, je ne sais plus exactement, j'ai visité, il y avait encore des restes d'individus qui étaient dans ces bacs, des bacs là. Et du coup, Simès, dans son chapitre qui s'appelle Retour à Strasbourg, va voir le directeur de l'université. Et ce que je pourrais visiter, c'est cette salle où étaient exposés ces espèces de gros frigos. Oui, pas de problème. Alors, vous pouvez les visiter, hein, d'ailleurs. C'est aux Journées des patrimoines, chaque année, c'est ouvert. Simès constate qu'il n'y a rien. Et il lui demande, mais écoutez, où sont partis ces corps? Puisque dans les années 80, 90 ou 70, je sais plus, on disait qu'ils étaient toujours là. Qu'est-ce que vous en avez fait? Et lui, ça fait très longtemps qu'il est là, le directeur. Il dit, écoutez, j'en sais rien, je peux vous dire qu'il n'y a rien ici. Et c'est ça, en fait, la polémique que décrit Simès, enfin, qu'on peut comprendre de Simès, c'est, bon, d'accord, ils sont pas là, j'ai vu, mais ils sont où? Alors, soit l'université a décidé de les dégager et de les mettre ailleurs, soit ils sont... Soit ça commence à partir sur des terrains un peu compliqués de négationnisme, des choses comme ça. Non, oui, mais ça aussi, ça peut. Mais... Non, mais en tout cas, on se demande où sont ces corps qu'un essayiste plutôt avait vu. On se demande où ils sont, surtout que personne n'est au courant
l'avoir touché assez sale avant, de virer des corps. Alors c'est vrai qu'il y a ce grand paradoxe, et Simès le met en avant. Mais c'est une erreur d'interprétation de la part des critiques que d'avoir laissé penser que Simès... Je crois qu'il finit souvent cette phrase justement en parlant des blocs avec 3 petits points. Donc bon, c'est vrai qu'on ne sait jamais, si je me souviens bien, on ne sait jamais ce qu'on peut penser avec 3 petits points. C'est Voilà, pour ça qu'il faut en mettre d'ailleurs. On laisse. Mais bon, il y a toujours cette place à l'interrogation. C'est plutôt ça et pas non plus à l'affirmation, quoi. C'est un petit peu différent. Mais j'essaierai de... Ouais, je peux pas en dire plus. Mais voilà, en tout cas, il y a une vraie question de savoir où les corps sont passés. C'est ça que je voulais dire. Merci messieurs de nous avoir ouvert l'appétit avec cette chronique et le débat qui en a suivi. Et donc cela va nous permettre de passer à notre sujet suivant dans cette émission, l'alimentation, le gâchis alimentaire plus précisément. Et Hugo, tu souhaitais nous relayer cette action d'un député, me semble-t-il. Pas du tout. Non, il est élu local. Voilà, élu local, ça devrait plus te parler. Évidemment, mais voilà, l'élu local de la ville de Courbevoie et Arash Derambarch, qui est cet élu local qui mène une action. Et tu vas nous en dire quelques mots. Ouais, alors tu as déjà dit un bon paquet. J'ai rien spécifié du tout. Non, mais déjà, situer un peu l'action. Bien sûr. Action locale à Courbevoie, donc un élu de droite, élu municipal à la mairie de Courbevoie, Arash Derambarch, qui n'a pas le nom le plus facile à prononcer, donc il nous excusera si on l'écorche quelquefois ce soir. Alors, l'action qu'il a décidé de mener, c'est face finalement au gâchis alimentaire, d'autant plus dans une période de crise. Il s'est aperçu que de plus en plus de familles n'arrivaient pas à se nourrir, à nourrir les enfants en particulier. Donc lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de collaborer avec une enseigne, en l'occurrence un Carrefour Market, pour 3 fois par semaine venir récupérer les denrées périmées du jour. Il fait ça avec une association qu'il a montée. Cette enseigne donc collabore, ce qui est assez difficile. On sait, on l'a vu à de nombreuses reprises, beaucoup d'enseignes refusent parce qu'il y a un vide juridique autour de cette question, et donc les enseignes préfèrent ne pas, pour se protéger juridiquement d'abord, préfèrent ne pas redistribuer. Pardon ? Puis par leur image aussi, certainement. Alors, oui. Alors, ce que de préciser, c'est que les entreprises préfèrent ne pas le faire, voilà, pour qu'on ne leur attende pas un procès pour meurtre ou voilà. Oui, c'est-à-dire que s'il y a un problème dans la nourriture, qu'on ne dise pas que c'est eux les responsables. Exactement. Et donc, Arash Derambarch a décidé de mener cette action locale à travers son association, de venir récupérer et redistribuer immédiatement. Il a lancé en parallèle de ça une pétition en ligne sur le site change.org, qui est un site assez réputé en termes de pétitions en ligne, en collaboration notamment avec Mathieu Kassovitz, le cinéaste et acteur que l'on sait assez détonnant par instant, et qui est toujours mobilisé pour des actions précises, et qui aujourd'hui se mobilise pour le gâchis alimentaire, enfin contre le gâchis alimentaire. Et autour d'eux sont venus se greffer, on reste dans le thème du médical, de nombreux collaborateurs, personnalités du monde du show business ou de la politique. Donc voilà, citons des noms: Frédéric Lefebvre, Alexis Bachelet, Pouria Amirarchi, le frondeur, notamment Omar Elensi, Antoine Decaune, Can Kolangi, on retrouve les enfoirés, quoi. On retrouve la bande un peu. Il y a aussi des enfoirés, justement, on va en parler de cette question des enfoirés. Donc voilà, pour faire monter la mayonnaise et atteindre... Après la moutarde, la mayonnaise. Voilà, on reste à Dijon finalement. Pour atteindre finalement un seuil de 200 000 signatures pour envoyer finalement cette pétition jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, donc le Premier ministre. Parce que le but, Nicolas, le but c'est bien sûr de faire passer une loi. Justement, une loi est en préparation, elle est à l'initiative notamment de l'ancien ministre délégué à l'agroalimentaire qui
aujourd'hui est chargé par le Premier ministre d'un rapport parlementaire, Guillaume Garot. Il doit rendre son rapport à la fin du mois et donc ce rapport doit amener à un projet de loi qui serait greffé a priori à la loi Macron qui, on le rappelle, est toujours en préparation. Donc, qui est toujours autant une loi fourre-tout. Voilà, donc dans cette loi fourre-tout feront des choses utiles, notamment la lutte contre le gâchis alimentaire. Et donc parmi les propositions, les amendements qui pourraient être menés et amenés, on pourrait en quelque sorte forcer la main des supermarchés, des grandes surfaces, pour remettre à des associations leurs denrées périmées. Sachant qu'il faut évidemment pour cela mettre en place tout un système d'associations, de banques alimentaires, etc. Donc c'est ce cadre juridique organisationnel qu'il va falloir mettre en place, et c'est là toute la question qu'il faut se poser. Parce que c'est bien beau de forcer les surfaces commerciales, les grandes surfaces, à remettre leurs denrées périmées, mais il faut aussi que quelqu'un se charge de la distribution, parce que voilà, on va pas juste déposer les denrées devant la porte et puis se sert qui veut. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Il y a un système, des associations derrière. Voilà, des associations qui peuvent être locales comme celle de notre cher Arrache sur la commune de Courbevoie, mais voilà, il va falloir aussi se développer la chose. Oui. Une précision. Je voulais préciser une chose, oui, là. Dernière chose, il y a cette loi en préparation, il y a également une décision qui a été prise, non pas par l'Assemblée nationale, mais par le Sénat, celle de supprimer les DLUO, donc date limite d'utilisation optimale. Donc voilà, on avait sur les produits. Alors on a à consommer ou à consommer de préférence avant et donc on supprime le second, à consommer de préférence avant parce que là c'est c'est le moment. Ça peut être dépassé, quoi. Voilà, on peut aisément le dépasser, simplement le produit sera moins bon. Gustativement moins bon, et donc mais voilà. Il restera sain, mais les gens ne font pas forcément la distinction entre les deux, donc ont tendance à virer le produit, à le jeter, et donc à faire du gâchis alimentaire tout simplement par méconnaissance. Donc on aura un produit moins bon dans son placard, mais on ne sera pas au courant. Alors, oui, mais au moins il ne sera pas périmé, voilà. On ne risque rien pour la santé et on ne gaspille pas, Nicolas. Non, mais excusez-moi, mais ça veut dire que on va acheter un produit, qu'on va le laisser dans son placard, il n'y a plus la date de consommation, donc on ne sait plus quand potentiellement il peut être moins bon. Non, mais il n'y a rien de... Non, mais c'est scandaleux ce que tu dis. Bah non, c'est absolument pas scandaleux. C'est-à-dire que tu vas acheter un produit, tu vas le manger, il sera plus de qualité. Alors, déjà, je crois que la mention sera plus ou moins facultative. Ils pourront sûrement toujours le spécifier d'une manière ou d'une autre. Simplement, le gros problème, c'est que les gens ne font pas la distinction, n'ont pas conscience que quand il est marqué de préférence avant best before en anglais, ça veut dire qu'on peut toujours le manger après. Les yaourts, tu as 3 semaines normalement entre le de préférence avant et la date. Donc maintenant, on aura la date limite de consommation. Voilà, mais la date limite sera augmentée ou elle sera toujours ça sera la date de consommation limite. Donc ça voudra dire qu'elle sera 3 semaines après la date actuelle. Mais pour les produits. Mais elle est différente, cette date. Justement, c'est pour ça. Oui, donc mais actuellement, elle n'est pas spécifiée, cette date limite de consommation. Je crois quand il y a la préférence, non, quand il y a la préférence, il n'y a que la préférence. Donc on va spécifier la seconde. D'accord. La date limite de consommation qui reste obligatoire. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est notamment la question des produits laitiers. Ce sont nos amis pour la vie. Oui, ça on peut le revoir. Ça à discuter. Mais voilà, les gens ont tendance à jeter. Les gens ont tendance à jeter très facilement ce que l'on peut manger. Maxime, tu souhaitais réagir? Ouais, bon, là, non, c'est vrai que on prend encore le problème, à mon avis, pas par le bon bout. Enfin, moi, ça me désole toujours un petit peu. Tu sais, derrière quelque chose d'apparemment positif, tu sais, les gens, ils ont pas à manger, on va leur apporter à manger, on va se battre pour leur apporter du Carrefour. Bon, c'est un truc qui va être super compliqué. Là, comme tu disais, Hugo, au niveau de la logistique et tout, ça va être une organisation pas possible. Pour finalement. Mais c'est possible.
Oui, Ça se oui, fait non, mais notamment c'est- avec les c'est- restaurants du cœur. c'est- Attends, c'est- on va écouter Oui, mais les restaurants du cœur, c'est la charité, quoi. Je veux dire, c'est un truc qui Si ça te Oui, mais dérange c'est pas comme ça qui est dans une période, la charité, c'est très bien, mais dans une période de crise aggravée, c'est un truc qu'on va voir disparaître progressivement, quoi, parce que même pourront plus, si tu veux. Donc, non, je dirais. Reviens sur ton idée, Maxime, s'il Ouais. te plaît. Non, mais donc, Il veut pas se faire censurer. c'est bon, déjà, de se battre pour faire manger du Carrefour à tout le monde, déjà, ça me choque, quoi. Parce que quand tu creuses la question, tu vois que ce qui est vendu de manière générale dans ces grandes surfaces, c'est gavé d'additifs alimentaires, c'est gavé de produits OGM, c'est gavé de trucs dégueulasses. Et on peut dire, franchement, sans exagérer, que c'est du poison. Là, je vous renvoie, pardon, à tous les travaux de Corinne Gouget, de Claire Sévrac, de tout un tas de médecins qui ont travaillé sur les additifs alimentaires, qui vous montrent les liens qu'il peut y avoir entre ces additifs et tout un tas de gros problèmes, et des problèmes qu'on retrouve, c'est vraiment des problèmes de société comme le cancer, comme la baisse de la fertilité, comme tout un tas de maladies, comme on a Alors, moi je veux bien, mais avant, dans le temps ancien, quand on mangeait les fruits et légumes de l'agriculteur, quand il n'y avait pas tout un tas de Oui. ce que tu dénonces dans les produits, d'additifs et compagnie, on avait des produits qui potentiellement représentaient également un danger pour la santé, parce que venant de la terre, il pouvait s'être passé n'importe quoi. Bon, je suis Hein pas trop réceptif à ton argument là. Bah, je sais pas, enfin, il pourrait se passer quoi dans la terre? Non, mais je veux c'est dire, bien les- pire ce qui se passe aujourd'hui, justement. les après aliments guerre. malades, entre guillemets, ça existe. Quand ils sont traités pour tout un tas de raisons, ils sont moins malades. Oui, En gros, t'es en train de me dire que les pesticides, c'est mieux. Attends, je sais pas si je comprends bien. C'est en gros. Non, j'ai pas dit que c'était mieux. J'ai juste dit que on peut pas dire avant c'était mieux, maintenant c'est plus bien. Faut aussi comparer. Bah, si, c'est à peu près ce que je dis, en fait. C'est à peu près ce que je dis. C'est que à partir du moment où tu blindes ton alimentation de produits toxiques, c'est pas terrible. Je veux dire, ce que mangeaient nos grands-parents ou les générations du dessus, c'était des produits qu'on appelle aujourd'hui produits bio. Bon, et d'ailleurs, sauf qu'aujourd'hui, Encore, le bio, des fois, ce qu'on est traité, ce qu'on appelle le progrès, d'ailleurs, c'est que alors, le produit bio, aujourd'hui, ça coûte 2 fois plus cher que les produits normaux. Alors, c'était ce que tout le monde mangeait il y a encore quelques dizaines d'années, quoi, tu vois. Donc, non, je vois pas trop le progrès qu'il y a pu y avoir dans tous ces traitements-là, qui, en plus, se sont banalisés du fait de... d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Monsanto, on parlait des pesticides, des gaz moutarde, tu te rappelles, hein, Donc, non, je veux dire, tout ça, c'était pour satisfaire des intérêts économiques. On est aujourd'hui dans un monde qui recherche la rentabilité à tout prix. On va parler tout à l'heure du gâchis alimentaire, c'est à peu près le même truc, quoi. C'est qu'à un moment donné, ça coûte plus cher d'acheminer de la marchandise, d'acheminer de l'alimentation, plutôt que de les jeter. Donc on va préférer jeter parce que ça coûte moins cher, quoi. Et c'est à peu près le même principe pour la manière dont on va cultiver les aliments, dont on va élever aussi. C'est-à-dire parce qu'on parlait des produits laitiers, mais on parle aussi de quels produits laitiers? Est-ce qu'on parle des produits laitiers, encore une fois, on va dire bio, c'est-à-dire des produits laitiers qui sont normaux, ou est-ce qu'on parle des produits laitiers qui ont été issus d'animaux malades, qu'on a gavés d'antibiotiques? Enfin, je veux dire, je pense que ça, c'est déjà un sujet, quoi, à évoquer. Et là, dans la problématique, là, dans le sujet qu'on abordait là, il n'est pas du tout traité. On se fiche de savoir si c'est bon, si c'est pas bon. On veut juste amener du Carrefour à tout le monde. Bon. Et je pense que ce qu'il faudrait, avant tout, ça serait justement redynamiser, je dirais, l'agriculture saine. Pourquoi pas, même ça peut se faire à un niveau individuel. Moi, j'essaie de le faire à titre personnel, c'est d'essayer de faire mon petit potager, d'essayer que, tu vois, au niveau individuel, c'est possible pour chacun de le faire, quoi. Et si tout le monde à son petit niveau, il peut avoir son petit potager, son petit maraîcher, etc., on peut peut-être arriver à un moment donné à une forme d'autonomie alimentaire, ou voilà. Moi, je serais pour, si tu veux, redonner les lettres de noblesse à toute l'échelle locale, quoi. Si tu veux, on a encore des systèmes qui fonctionnent comme les AMAP aussi, où c'est des agriculteurs, des cultivateurs qui se mettent d'accord, des apiculteurs aussi pour le miel et tout. Ils se mettent d'accord avec un certain nombre de consommateurs, et puis ils fonctionnent comme ça en circuit fermé, et ils contournent tout le circuit traditionnel de la grande distribution, où chaque acteur se fait une marche sur le truc, et au final tu récupères des produits qui ne sont pas de bonne qualité. Donc moi, voilà, si on voulait mener une action politique cohérente et tout par rapport à ce sujet-là, c'est ça qu'il faudrait faire. Or là, on s'engage encore un peu plus profond dans un truc qui est sans fin, quoi, à mon avis. Et Alors, la grande question, c'est simplement de nourrir des gens.
Déjà, Ouais. première chose. Donc c'est pour ça, là on jette des choses. Sauf que Non. les gens, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir un problème. Là, je renvoie aux travaux aussi de deux agronomes que j'aime bien, là, Claude et Lydia Bourguignon, qui nous expliquent, qui sont des spécialistes du sol et qui essayent de crier haut et fort qu'en fait, on est en train de tuer les sols, justement, par le fait de des techniques modernes d'agriculture, notamment par le labour, etc. Ils vous expliquent d'une manière très scientifique comment en fait le sol se constitue, comment il s'enrichit, comment ça pousse des fruits, comment ça pousse des légumes, etc. Et qu'en fait, les techniques modernes d'agriculture vont à contresens, je veux dire, de la nature, quoi. Et que, en fait, on est dans un cercle vicieux où il faut balancer encore plus d'engrais, mais plus on balance d'engrais, on tue encore plus le sol, et donc en fait, on est dans un truc sans fin, et on a des sols qui, littéralement, sont en train de mourir et sur lesquels il ne pousse plus rien. Donc sur la question de la productivité et donc de la survie alimentaire, c'est-à-dire que même ce que je dis irait dans le sens de la survie alimentaire, parce qu'avec un sol sain, on produit beaucoup plus. Et ça, c'est... d'ailleurs, tiens, j'ai ramené un bouquin là-dessus, là. Donc ça s'appelle Mon retour à la terre, guide du néo-rural. Ça a été écrit par un monsieur qui s'appelle Nicolas Fabre, que je connaissais pas du tout et j'ai pas trouvé grand-chose sur lui, donc mis à part ce livre. Et c'est quelqu'un qui vivait un peu comme nous, quoi, qui était un citadin et qui a décidé à un moment donné de renouer avec certains modes de vie traditionnels. Et qui, donc, voilà, avec ce concept de néo-ruralité, qui a réinvesti la campagne. Et justement, c'est par lui que j'ai eu pas mal de sources dont je parlais, la Claude, Lydia Bourguignon, etc. Il renvoie vers beaucoup d'ouvrages, il s'est beaucoup documenté. Et lui, il atteste de sa propre expérience que, effectivement, on produit beaucoup plus sur un système comme ça en suivant les règles de ce qu'on appelle la permaculture, par exemple. Non, mais Je voudrais qu'on écoute Marc aussi qui souhaitait réagir. et il m'a quand même coupé, mais c'est pas trop grave. Vas-y, excuse-moi. Vous vous êtes entrecoupés Tu parlais tous les de deux. la- Je tu parlais de la- vous Non, ferai parce que- remarquer que vous êtes coupés tous les deux. Tu parlais de la messieurs. survie alimentaire. Oui, ce que je voulais juste apporter comme complément, c'est que on va pas forcément en opposition avec Maxime. Simplement, ce que j'aimerais Oui, vous souligner... parlez pas de la même chose, donc c'est sûr. Voilà, que on vous êtes parle en pas vraiment opposition. de la même chose. C'est-à-dire que là, ce que je constate, je suis pas le seul à le constater, Arrache des Rembraches est le premier à le faire, il y a des produits qui se gâchent, des gens crèvent de faim, pourquoi ne pas redistribuer ceux qui se gâchent Parce que aux c'est gens pas rentable et c'est parce que c'est pas toi qui décides. Mais c'est pas une question de Et rentabilité. c'est pas Si, c'est Kassovitz une qui va question faire de changer ça. C'est si tu pas veux. du tout une question de rentabilité, Bien sûr c'est que déjà si. une question de... Si. Mais de- si, parce qu'il. C'est déjà une question de loi. Oui, bien sûr, Non, mais la loi, c'est. la loi la loi va est faite par- permettre des choses et va peut-être obliger certaines entreprises, d'une manière ou d'une autre, à le faire. La Ce qui loi. est déjà une évolution. Non, mais la loi, elle est faite par des politiques qui eux-mêmes sont dépendants des puissances économiques, si tu veux. oui, et mais bien souvent- on va pas. Non, mais ce que Ils sont que même vous ne souvent. comprenez pas visiblement tous les deux, c'est qu'on ne va pas demander à Carrefour peux encore parce que. parler. Oui, mais Bah oui. je t'ai bien entendu. Non, mais t'as je juste vais pas dire commenté. la même chose que Maxime. Ah, mais, Alors, on va laisser attends. juste Hugo terminer, puis Voilà, tu comme ça, répondras. on va pouvoir. Si Hugo, tu va peux vous répondre sur répondre. Maxime et non sur Marc qui n'a pas encore parlé. Ça Non, mais j'ai facilitera senti le qu'il débat. avait tiqué. Non, mais pas pour la même raison que Maxime. Vas-y, vas-y, Ouais, non, mais on continue, te laissera parler. On va pas demander à Carrefour que tu es épinglé de refaire la distribution. Ce n'est pas le cas, c'est pas ce qui est de ça qu'on parle aujourd'hui. J'ai Simple- bien compris, ouais. Oui, non, mais voilà, tu sembles dire que ça va pas dans leur intérêt. Simplement, eux, on ne leur retire rien, on va juste les inviter, sinon les forcer, à permettre à d'autres personnes de mener cette redistribution. Cette redistribution, elle va passer par des associations qui vont être sûrement subventionnées par la municipalité ou d'autres instituts, je ne sais pas lesquels, mais voilà, on va simplement permettre à des associations, comme le font à l'échelle nationale les Restaurants du Cœur, de pouvoir mieux redistribuer la nourriture gâchée. Après, on peut aller à une Oui. échelle supérieure de retour à la ruralité. Je ne suis pas contre, moi aussi, je mène mes expériences chez moi, d'avoir un potager, de le lancer, etc. Ça ne va pas dans un sens contraire. Simplement, là, on a une quantité de nourriture qui est gâchée, assez importante. On a entre un tiers et la moitié de la nourriture qui est gâchée aujourd'hui. Pourquoi ne pas sauver cette nourriture pour la distribuer à des gens qui crèvent la dalle? Oui, mais Ouais, c'est c'est-à-dire que- simplement ça la question. Mais alors, du coup, la question, si tu veux, qui arrive tout de suite Après- après, c'est avec quels moyens? Parce que, c'est-à-dire que, en gros, ce que tu dis, c'est donc Carrefour, ça leur coûte rien parce qu'ils ont juste finalement à ouvrir les portes
Et donc, il va y avoir des gens qui vont venir pour prendre le surplus, les invendus, etc., et qui vont ensuite s'occuper de la logistique, etc. Tu parlais toi-même de distribution, enfin, il fallait un petit peu Oui, mais un nouvel acteur. Mais c'est ça avec quels moyens et qui va bien vouloir le faire et avec quels moyens. Tu vois, c'est ça la question qui va se poser. Donc on va Après- revenir sur une problématique économique. mais la C'est Carrefour, ils n'ont pas intérêt à le faire. Ou alors peut-être, on peut imaginer dans un Mais- truc marketing, mais voilà. ils vont se dire bon, je vais avoir une image éco Exactement. plus, je sais pas quoi, truc. Ça peut être un truc que là-dessus. Mais enfin, il faut garder à l'esprit que ces gens-là sont dans une dynamique de rentabilité et que nous sommes fondamentalement en opposition avec eux, parce que nous, ce qu'on voudrait, ça serait avoir un maximum de produits le moins cher possible. Eux, ils voudraient nous vendre un minimum de trucs et le vendre le plus cher possible, si tu veux. Donc on est déjà dans une forme de concurrence. Et il faut garder ça à l'esprit, c'est-à-dire ça peut pas être nos copains, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est que Carrefour, ça peut pas être nos copains. Alors peut-être que certaines personnes vont profiter d'un truc comme ça si le système se banalise. Mais à mon avis, encore une fois, on ne prend pas le problème par le bon bout, parce qu'encore une fois, tu vois, au-delà de cet argument-là, c'est on cherche à diffuser encore plus une alimentation qu'il faudrait presque proscrire. Moi, je m'indigne réellement, je dis ça sérieusement, qu'on autorise de commercialiser un certain nombre de produits sur le marché, alors que ça ne devrait pas être le cas, quoi. Je pense par exemple à des produits comme l'aspartame, comme le glutamate monosodique, des choses comme ça. C'est anormal que ce soit commercialisé. D'ailleurs, on pourrait remonter aux origines de l'aspartame, etc. On en a parlé, il me semble, avec dans une Donald émission, donc on va pas y Rumsfeld et revenir. compagnie, voir qu'en fait, la politique n'a pas son mot à dire là-dedans, qu'on est dans une histoire de gros sous, quoi, et que les politiques se plient généralement parce qu'ils vont ils vont être financés pour leur campagne, etc. Enfin, parce que c'est de l'argent qu'ils pourraient pas produire eux-mêmes, quoi. Bon, voilà. Donc, moi, je dis, il vaudrait mieux s'en sortir à l'échelle, au lieu de systématiquement demander de l'aide au-dessus, parce que même là, encore une fois, tu vois, un autre argument qu'on pourrait dire, c'est que d'en arriver à demander à un acteur privé d'assurer l'autosuffisance alimentaire, c'est déjà que normalement il y a un État qui est là pour garantir ça. C'est pas normal qu'on en arrive à demander à Carrefour Oui, non, mais le la problème- charité avec un truc en plus Mais sentimentaliste où on va Maxime, avoir mais Maxime- Kassovitz et des personnes qui vont venir pleurer ou chanter. Enfin, non, normalement il y a un État qui est là pour assurer ça. Mais Maxime, l'État n'a pas de magasin. Non mais L'État l'État c'est ne une vend puissance pas économique. Non mais Il ne gâche non pas. mais il régule les acteurs Bah, économiques. il régule par la loi. Oui, mais le problème c'est qu'il n'a plus la main sur. Ce que je veux dire, c'est que Justement, il essaye de la reprendre, en l'occurrence par deux mesures que j'ai essayé de présenter. Ouais, ouais. Alors bien sûr, il y a une limite, mais la chose c'est que c'est Carrefour, Auchan, peu importe, Intermarché, qui vend les produits directement. Donc c'est par la loi que L'État l'État peut n'a pas intervenir. L'État n'a pas un. Tu vas pas À mon avis, l'État n'a pas un supermarché, n'a pas l'État. suffisamment de pouvoir pour contraindre Carrefour, si tu veux. L'inverse, c'est vrai. Bien, on a pourtant, compris, à mon avis. on a compris ce point de vue. L'État n'a pas la puissance. On va écouter Marc. Juste avant, je voudrais refaire quand même le petit point, parce que j'ai pas été clair tout à l'heure. Ce que je voulais dire, même si on va pas rouvrir ce débat, c'est que sur les aliments, des aliments qui sont cultivés, par exemple dans vos jardins, puisque vous parliez de vos expériences, dans vos potagers, on peut retrouver par exemple des maladies, des vers, des champignons, des choses comme ça qui sont a priori, c'est Pas la des volonté. maladies, ça. Non mais j'ai dit des maladies, virgule, des vers, virgule, des champignons. Attention. Oui. Eh bien, que l'on peut retrouver dans ces aliments et qui ne sont donc pas traités quand on le fait chez soi, qui ne l'étaient pas forcément avant et Vaut qu'aujourd'hui, mieux avoir un verre que ton truc soit. aujourd'hui, soit traité, tout ce qui est fait autour des ingrédients sont normalement, enfin des aliments, sont faits pour éviter cela. Et tu soulignais que ça crée d'autres problèmes. Mais voilà, on n'est pas suffisamment c'est apte pas pour- évidemment c'est surtout- pour juger de si Non, non. les problèmes anciens ou les problèmes puis c'est nouveaux pas pour nous sont protéger. plus ou moins bien. Attends, c'est pas pour nous protéger, hein. Non, C'est non, pour mais- protéger une production pour qu'elle ne pourrisse Ça, c'est pas, ton point de pour vue. qu'on puisse. Non, c'est. Bah, si, c'est ton non, point de vue. là, c'est pas On pour va- nous protéger. on va écouter- C'est pour- on c'est va pour que écouter- pour on que va la écouter pomme, Marc elle reste maintenant, qui va- croquante, Non, mais oui, c'est juteuse, bien. rouge et belle Eh ben, qu'elle pendant soit plus de bonne. 4 mois. Voilà. C'est ça. Non, le goût, ça n'a rien à voir. Le goût, ça va être en fonction de Ah, ce ta que pomme, elle va pas rester bonne de ce que pendant les 4 mois racines vont aujourd'hui, puiser dans la terre. Non. Le goût et l'apport nutritionnel dépendent de ce que l'arbre va puiser dans la terre. Or, ces mêmes personnes que tu sembles vouloir défendre plus Non, ou je moins. ne les défends pas. Ah, je mais donnais tu un dis point qu'en de vue. gros, toi, ton avis, ça serait de dire que c'est pour nous protéger, Non nous, plus. de certaines maladies. Je veux dire, il tue le sol et donc fait en sorte que la pomme que tu manges, c'est pas une pomme en fait. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est complètement insipide et qui ne t'apporte rien sur le plan nutritionnel. Donc, c'est pas pour nous protéger, c'est pour que cette pomme-là, ils puissent la vendre pendant 4 mois. On écoute le point de vue de Marc.
Ouais, c'est difficile maintenant. Non, mais là où je suis d'accord avec Maxime, c'est que, étant donné que la production doit être très rapide, forcément, il y a des techniques qui sont faites pour que ça soit plus rapide. Du coup, on perd du goût et des fois, même sous les serres, des tomates sont produites sans être plantées dans les terres. Oui, Ça, pour la c'est laine de déjà vu. verre. Voilà, donc forcément, il y a plus un produit est produit vite, moins il a de goût et normalement il est traité pour avoir une belle forme. Et d'ailleurs, il faut souligner, je sais pas, vous avez tous dû voir de ces trucs-là, l'aliment moche qui maintenant il faut revendre. Il y a des pubs qui font pour ça, genre c'est pas parce que je suis moche que je suis immangeable ou autre. Bon, ça, moi, c'est le bout de la chaîne. Je suis d'accord avec toi, Maxime. Mais c'est quand c'est même à mettre en avant. C'est quand même, il faut quand même le signaler. Oui. Là où je disais que c'était économique, Hugo, c'est que sur tout ce qui pose dans les grosses consommations comme ça, ce qui est jeté et pas redistribué ne va pas être taxable de TVA. Et c'est pour ça que tout ce que jette Carrefour, entre guillemets, pour eux, c'est le gros problème aussi du gâchis alimentaire, notamment par Carrefour et autres, c'est que ils ont plus intérêt à jeter une certaine proportion qu'à la vendre au bout d'un certain moment. Donc on a forcément des logiques. Alors ça, c'est au niveau, on va dire, commercial. Mais là, Après, ils la vendent à pas. nos Là, échelles- ils la vendent pas, ils la laissent. Mais justement, le fait de l'aller. Après, je sais pas, je connais pas les lois justement sur ce Non, truc. ce que j'explique, il y a de plus en plus. J'aimerais bien Si je finir. me permets de Oui, juste bah, de vas-y, compléter, je t'écoute, oui. tu reprendras la parole juste après. Il existe de plus en plus, ça se note dans les supermarchés, les hypermarchés, une réduction des prix. Quand on Plus s'approche on, de la voilà, date. plus on s'approche de la date limite. Donc en fin de journée, c'est fort probable d'avoir des moins 30, moins 50% sur des produits qui vont périmer. Il y a ça qui existe. On a vu à Pour- Carrefour Je sais pas si à Jamais vu à Ah, Carrefour. J'en ai vu à Auchan, Lidl, j'en ai vu à Auchan Auchan, ça existe. et j'en ai vu à Casino, je crois. Intermarché également le fait, mais je pense que Carrefour Mais le fait Carrefour, également. j'ai pas vu ça. En tête de- encore. Je sais pas. en- Si, en- si, apparemment si. Donc attention. Non, mais- À Carrefour, ça peut exister. Si, mais si, bah si, apparemment si. Il y a un esprit qui est venu nous le dire. Donc, le si. petit doigt de Marc l'a dit. Le Voilà. public de Politiquement Incorrect réagit. Voilà. Donc apparemment si. Donc d'accord. Voilà, mais voilà, toutes les enseignes s'y mettent. Alors ça, après, voilà, il peut y avoir la question des TVA. ça, Mais c'est- c'est un vrai Mais problème. Quand vient la fin de C'est un journée, vrai quand problème. vient la fin de journée, quand tu notes tes pertes, voilà, simplement, calcule. soit tu les notes en perte, soit tu les mets à la poubelle, soit tu les Baisse les remets à soit tu les remets à une association. Quand la journée est finie, quand tu as Ah tout bah. ça dans ton caddie, Là, ton je- caddie de produits périmés. Non mais ce que je... Soit tu les jettes à la poubelle, soit tu les remets à une association. Ce que pourrait faire l'État d'ailleurs, c'est une espèce de remise pour les entreprises par ailleurs. Et il peut aussi agir là-dessus comme il le fait sur les dons aux associations. Quand on fait un don aux associations, on ne paye pas l'argent aux impôts notamment. Enfin, il y a une réduction d'impôts. Voilà une Non, mais en tout réduction cas, ça je l'avais vu dans un reportage pour tout ce qui est. J'allais en parler d'ailleurs. Mais les produits qui sont niveau du coup abaissé parce que la date de péremption est enfin, dans 2 jours ou dans 1 jour même, c'est souvent les produits qui calculent coût-bénéfice. C'est-à-dire que celles-là, il vaut mieux les vendre que de les jeter parce que enfin c'est des calculs à la con, genre est-ce qu'on va payer plus de TVA en tout cas aujourd'hui les grosses quantités qui sont jetées rapportent plus que si elles étaient vendues. C'est ça que je voulais dire au final. En tout cas, aujourd'hui, c'est là où j'essaye parce que Hugo est plus dans une logique avec ce qu'il relate justement une logique de l'impératif de l'événement tout de suite. Il faut répondre tout de suite. Maxime est plus dans les profondeurs de savoir pourquoi c'est comme ça et comment il faudrait agir profondément. Donc c'est pour ça qu'ils sont, je sais pas, j'ai senti une certaine pas une haine, mais en tout cas un certain conflit Un entre débat. les deux, un certain débat. débat entre les deux. En tout cas, moi, je remarque que les gens sont évidemment se sont éloignés de la terre, deviennent moins agriculteurs. Il y a des territoires ruraux, mais bon, ça c'est parce qu'on veut la campagne, mais on ne produit pas. À des échelles plus locales, voilà, moi, je pense que tous les trois, en tout cas, mais je ne sais pas si toi Nicolas tu t'y mets, mais moi, en tout cas pour ma part, j'ai mon petit potager aussi. Mais en tout cas, c'est pas avec ça qui ça va faire changer la mentalité. Le gros problème, c'est que là, on a parlé de Carrefour, mais le plus gros gâchis, le gros gâchis alimentaire aussi vient aussi des individus. De nous, chaque jour, qui allons faire nos courses une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines et qui faisons des provisions. On fait des provisions, donc forcément on stocke. Et forcément, ce stock-là, au bout d'un moment, ah bah mince, j'ai oublié de le faire. Par exemple, on va acheter de la viande, du poisson, des bocaux, et on va avoir tendance des fois à manger autre chose que de la viande qui périme beaucoup plus rapidement. Et la viande, date de péremption oblige, c'est pas un jour après, notamment un steak haché. Manger un steak haché un jour après, vous allez finir à l'hosto. Et là, pour le coup, il faudra aller aux urgences. Même si je décriais qu'il fallait pas aller aux urgences. Référence de Voilà. l'émission de la semaine dernière. Pour le coup, là, non, en tout cas, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un premier problème, c'est le fait de faire des stocks. Le fait d'avoir
tous ces enfin, en tout cas, je dis pas que c'était mieux avant quoi, mais le fait d'avoir des frigos de trucs qui peuvent conserver. C'est-à-dire que au lieu de faire les courses une fois tous les 2 jours, ce qui nous permettrait d'avoir juste, par exemple, quand on part en vacances et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, quand on va faire nos courses, on calcule tel jour on va manger ça, tel jour on va manger ça, et on fait nos courses en fonction de ça. Ce qui fait qu'à la fin, généralement, c'est très rare qu'il nous reste des denrées. Que là, en fait, on fait des courses pour tant de temps. Ce qui fait qu'on peut en avoir plus, puis entre-temps, peut-être qu'on va aller manger au restaurant, j'en sais rien, avec des amis. Et du coup, il va nous rester ces trucs-là qu'on va au final, on va devoir jeter. Et c'est à nous d'agir là-dessus. Et c'est là le gros problème de la grosse consommation, c'est qu'on nous vend des produits qui peuvent se garder. Avant, il y avait plus ces petits traiteurs qui plairont à Maxime et même à nous, je veux dire, que ce soit des bouchers, des maraîchers ou autres. On allait acheter directement aux producteurs. Là, qu'est-ce qui se passe ? On a des grosses industries qui produisent. Des grosses industries qui produisent, enfin, pas des grosses, je vais dire d'abord des agriculteurs, on va dire, qui amènent ça à des entreprises qui vont les traiter et qui après vont redistribuer. Donc voilà, on a 3 étapes et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est un vrai problème cette date de péremption. Voilà, je vais y arriver. Parce que il faut calculer entre le produit qui sort de la production à la redistribution. Ça fait déjà un certain temps. Ce qui fait que quand ils arrivent en magasin, ils sont souvent, pour certains produits, je parle évidemment, ne peuvent pas rester très longtemps. Donc c'est tout aussi cet enchaînement du producteur jusqu'à nos assiettes. Si on nous compte, ça fait 4 étapes qui posent un vrai problème. Et puis, je pense aussi que étant donné qu'aujourd'hui on fonctionne beaucoup sur le paraître, enfin de la nourriture on a souvent, je pense que c'est un point important, de voir quelque chose de beau, c'est souvent synonyme pour beaucoup, mais pas pour nous parce que nous on est intelligents, mais c'est souvent synonyme de bon, ce qui est totalement faux parce que prenez une tomate qui a été élevée chez Carrefour, enfin qui vient de Carrefour, et une tomate que vous aurez produite vous-même qui aura mis beaucoup plus de temps certes, mais qui n'aura pas été cueillie non mûre pour qu'elle mûrisse après dans les bateaux ou dans les... C'est ça en fait, ouais, ça je voulais le préciser aussi. Maintenant, les produits qui coûtent les plus chers, notamment certaines bananes ou ananas, ce sont des produits qui viennent en avion. C'est-à-dire qu'ils sont cueillis mûrs. Il faut qu'ils arrivent très vite dans nos assiettes, ce qui fait qu'on prend l'avion. Ça coûte plus cher l'avion pour l'amener qu'un bateau. Ce qui fait que les produits qui coûtent souvent plus cher, ce sont souvent les meilleurs parce qu'ils sont acheminés plus rapidement pour les fruits ou certains... Empreinte carbone, etc. Oui. D'accord, mais ce que je veux te dire... Oui, je suis d'accord avec toi, Nicolas. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, les produits qui valent les plus chers, c'est parce qu'au transport, ils demandent beaucoup plus il y a un d'exigence. Il y a un coût, et ce sont des produits qui, contrairement à ceux qui sont transportés par des bateaux, sont cueillis mûrs. Alors on peut les avoir 2-3 jours après dans son assiette, et en tout cas ça... Mais en tout cas, et je pense aussi, le dernier point, c'est ça que je voulais ajouter, c'est qu'on achète beaucoup maintenant des choses, quand je vais dire préparées, attendez bien, je ne parle pas des plats tout faits qu'on achète, qu'on met au micro-ondes, etc. Je parle que ce soit le jambon qui soit coupé, que ce soit même du saucisson ou autre. Ce sont des produits qui sont prêts à être mangé, qu'il faut juste défaire un cellophane. Et c'est-à-dire que souvent, je sais pas si ça arrive peut-être, en tout cas ça m'est déjà arrivé, vous mangez une tranche de jambon ou autre, et puis vous allez recouvrir le produit de son papier, et puis mince, il a séché, donc forcément on va le jeter, c'est plus bon à manger. Et je pense que non mais c'est un vrai problème. En tout cas, et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 points, deux points que je voulais terminer, c'est qu'aujourd'hui on achète en prévision. On se nourrit en prévision et ne se nourrit pas sur les besoins du jour. Et le deuxième point, je savais que j'allais l'oublier. Tout est fait. Si, c'est bon, je sais. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une baisse de la... en tout cas, moi, je pense qu'il y a une baisse de la façon de la pratique de cuisiner, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne va pas y avoir un truc dans le frigo, on va dire, il n'y a rien à manger. Alors qu'on peut avoir du riz, des pâtes ou même d'autres trucs qui peuvent en fait faire un vrai repas. C'est-à-dire que c'est toute l'approche que défend Petit Renaud sur Dimanche de Petit Renaud, des émissions culinaires, etc. Mais c'est de la bouffe. Mais en tout cas, ça démontre bien qu'avec n'importe quoi aujourd'hui, une boîte de thon, vous pouvez faire des trucs, beaucoup de choses avec une boîte de thon. Souvent, maintenant, c'est il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, tout ça. Tout de suite, il faut aller racheter. Alors qu'en fait, si on regarde bien les conserves qu'on a ou les produits qui se gardent très longtemps en bocaux, eh bien, on peut faire des plats très riches, très bons. Et dernier point que je voulais ajouter, on a tendance aujourd'hui, comme on achète en stock, on a beaucoup de stock, mais on dit non, ça j'en ai mangé ce midi, j'ai pas envie d'en manger ce soir. Donc,
il faut aussi, avant, quand on avait un plat, ça sera le midi, ça sera pour aujourd'hui, pour demain, etc. Non, là, c'est chaque fois, faut changer de plat. Et donc, voilà, ça nous amène. J'ai essayé d'être complet, Voilà. mais voilà. L'art d'accommoder les restes disparaît Bien peu à sûr. peu. Hugo, pour Et de cuisiner aussi. pour une réaction, puis on terminera peut-être par Maxime s'il a quelque chose à ajouter. Non, mais Marc a tout à fait raison, dans le sens où il faut presque rééduquer les gens, leur réapprendre. Rééducation, c'est un peu dur, mais non, mais apprendre aux gens à travers notamment voilà des émissions de télé. Il y avait une émission de télé, c'est un peu plus populaire sur M6 ou W9 ou je sais plus trop quoi, par deux mecs qui avaient fait Top Chef, je me rappelle plus leur nom, mais qui Ah oui, machin et machin. Là. On va aller loin avec ça. Il y avait Jean, Jean et un quasi. et Norbert, C'est ça, Jean ouais. et Norbert. Jean et Norbert, voilà, Merci c'est ça. l'audience. Merci. Jean et Norbert qui apprenaient à cuisiner Ouais. avec par exemple des pelures de tomates, de pommes de terre, des choses comme ça. Voilà. Même On- tous les abats des poulets qu'on jette habituellement dans Voilà. tout ça, on pouvait les des cuisiner. choses qu'on a l'habitude de jeter, notamment qui sont totalement comestibles et bonnes par ailleurs, mais qui. Il faut savoir les cuisiner. Voilà, il faut savoir les cuisiner, il faut savoir que l'on peut les cuisiner, simplement que l'on peut les manger. Voilà, aussi commencer à utiliser ce genre de choses. Quand on avait fait l'émission sur l'économie sociale et solidaire, la personne qui était venue nous présenter, Valentin qui était venu nous présenter son événement, avait parlé notamment de disco salade. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Nicolas. Voilà, c'est pareil, ce genre d'événement, de manière de populariser l'utilisation d'aliments qui sont au bord de la péremption, mais qui sont toujours utilisés. Une tomate qui est à moitié pourrie, il y a toujours l'autre moitié qui est comestible. Faut jamais oublier ça. Les gens ont peur. Non, je vais être malade, etc. Non, mais tu vas peut-être avoir mal au ventre. Et un petit peu, mais voilà, les gens Marc parlait de ça la semaine dernière, les gens sont un peu effrayés devant la maladie. Non, il faut des fois être un peu. Le problème, c'est que à force de donner, d'habituer notre corps à une certaine dose de nourriture, on qui est devient bien fragile. traité, etc., on devient fragile quand on mange quelque chose qui est naturel, mais qui n'est pas traité avec les mêmes choses. Donc, notre organisme n'est pas habitué quand on va manger un plat. Même, par exemple, quand on mange des viandes qui ne sont... J'ai une connaissance, je le dis totalement, j'ai une connaissance de mon père qui est chasseur qui nous amène de la viande. Forcément, la viande étant de la viande parfois un gibier qui court et qui fait plein de choses, forcément la viande est dure, forcément, du coup elle n'est pas traitée, elle est bien plus forte. Mais en tout cas, ce sont des viandes qui en bouche sont des fois un peu fortes et qui dans l'organisme se digèrent moins bien. Pourquoi ? Parce qu'on est habitué à des trucs qui sont traités, qui n'ont pas forcément de goût, qui sont, quand vous voyez les poulets qui sont vendus, par exemple, vous le cuisez, il y a carrément, vous tirez un petit peu, il y a tout l'os de la cuisse qui s'en va, c'est pas normal. Un gibier qui est vraiment, ou une volaille qui est en bonne santé, on sait qu'elle a parcouru, qu'elle a volé ou qu'elle a couru, ça doit être dur, ça doit être chiant à manger, c'est-à-dire il faut s'arracher les chicots, quoi. Et on a perdu ça, et ça prouve bien aussi niveau dentaire même. Je veux dire, le fait aujourd'hui que les dents de sagesse qu'on appelle qui viennent plus tard, si aujourd'hui elles n'apparaissent plus, c'est parce que dans le temps on a été habitué à manger beaucoup moins de choses dures. C'est pour ça que nos dents se sont habituées. C'est un principe médical hein, que je vous dis. Donc il y a vraiment ce problème de manger des choses, de manger des choses qui sont déjà quasiment. Quand vous voyez quand vous avez, je sais pas, un agriculteur ou quelqu'un qui s'occupe de poulets, de volailles, ou comment on appelle ça, qui a un cheptel... Un fermier. Un fermier, voilà, je cherchais le nom. Vous avez des C'est bêtes... un des premiers mots qu'on apprend en maternelle. Oui, parce que moi, j'ai pas suivi mes cours. Vous avez un domaine qui peut s'étendre sur plusieurs hectares où les bœufs ou les volailles courent, peuvent respirer de l'air entre guillemets pur, qui mangent des trucs non traités, des aliments non traités. Et là, on a forcément de la viande qui est 10 fois meilleure nutritionnellement, même meilleure en bouche, que des viandes où on voit des bœufs dans une espèce de cage qui doit faire 400 mètres sur 10 mètres, enfin 400 mètres sur 100 mètres, où ils sont regroupés, ou alors on leur donne à bouffer comme ça, ils sont serrés, ou même les volailles, vous avez tous cette image des volailles qui sont toutes regroupées dans un coin et qui peuvent pas bouger. Donc voilà, c'est ce qui nous habitue à manger n'importe quoi. Maxime. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, je trouve qu'on s'est un petit peu éloigné du sujet parce que Et c'est toi qui dis ça. Inviter les gens... Oui, non, mais c'est parce que tu cernes pas qu'en fait c'est pas du hors-sujet. Mais bon, en tout cas, voilà, inviter les gens à faire de l'économie, tu vois, sur leur reste, etc. Je sais pas si c'est trop le sujet parce que ça sous-entendrait qu'on n'ait pas assez de nourriture.
Or, on est encore dans des conditions d'abondance totale, quoi, tu vois. Je veux dire, les supermarchés sont pleins à craquer, etc. Donc, c'est pas un problème de manque, c'est un problème de pognon. C'est que, en fait, tu as des gens qui n'ont pas assez de pognon pour s'acheter une alimentation à peu près saine. Et donc là, voilà, je redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est pas la solution de demander de l'aide à Carrefour. Je pense que c'est pas trop le projet. C'est quand même assez aussi désolant de se dire qu'il faut faire appel à un acteur privé alors qu'il y a un État normalement qui est quand même censé être là pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Et que, sachant qu'on ne peut pas vraiment finalement s'en remettre à nos institutions, enfin, je veux dire à notre système qui est censé nous prendre en charge, qu'on participe par nos impôts, etc. Tu vois, c'est un petit peu comme la circulation sanguine, on lui apporte de l'oxygène de cette manière-là. Bon, il faut voir que ce mastodonte est un petit peu à l'agonie. Je pense que il faut réussir au niveau individuel à se rapproprier une certaine liberté, ne plus trop compter sur ce système justement pour nous faire survivre ou pour nous permettre de nous épanouir. Donc moi le seul truc que je peux dire c'est voilà, essayer de se rapproprier un certain nombre de savoir-faire, de trucs. C'est vraiment le b.a.-ba normalement de ce qui est du traditionnel. Je veux dire l'alimentation dans ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, là, tu sais, qui hiérarchise les besoins, c'est quand même les besoins les plus primordiaux. Au lieu systématiquement d'avoir cette habitude, surtout dans les milieux urbains, de brandir à chaque fois sa carte bleue comme si c'était ça qui nous donnait un certain pouvoir. Je veux dire, je rappelle que la carte bleue c'est qu'un bout de plastique et qu'effectivement il ne fonctionne que lorsque justement ce système fonctionne bien. Bon, vu les nuages là qui assombrissent l'horizon, voilà, je dirais soyons vigilants et essayons de nous réapproprier à l'échelle individuelle au lieu de regarder Carrefour, au lieu de regarder l'État, je dirais au niveau macro, essayons de regarder au niveau local ce que l'on peut faire. J'ai pareil des AMAP, je dis à niveau individuel peut-être avoir son petit potager, essayer de voir autour de nous les réseaux qui peuvent nous permettre justement de vivre à peu près dignement, quoi. Voilà. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Petite information, enfin n'hésitez pas à remplacer tout le contenu de cette émission quand on a parlé de Carrefour par grande surface, puisqu'effectivement il ne s'agit pas que de Carrefour mais de toutes les grandes surfaces. Voilà. Non mais Carrefour, c'est vrai qu'on représente. On a focalisé, donc on s'excuse auprès de Carrefour, mais voilà, pour l'idée, tout y est. On va tout citer. On vous rappelle les journées portes ouvertes de l'université où nous tiendrons un stand et où vous pourrez rencontrer nos charmants chroniqueurs, Marc, Hugo, d'autres, Clément, notre technicien de la radio, etc. pour prendre des renseignements. La journée porte ouverte, c'est au bâtiment Bois de l'Étang, principalement en ce qui concerne l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, mais également sur d'autres sites pour d'autres écoles de la cité Descartes. On vous rappelle le mail politique@radio-rec.fr, le Facebook et le Twitter politiquement incorrect et incorrect pour Twitter. Merci Marc, merci Maxime, merci Hugo d'avoir été présents ce soir. Une fois de plus, merci à notre public. Normalement, on applaudit le public à la fin d'une émission, mais c'est pas grave. Voilà, bravo. Il y a de l'ambiance. Il est 20h05. Nous vous remercions d'avoir été avec nous ce soir et on vous dit à très vite sur Radio Rec. Bonne soirée. Bisous. Radio Rec. La radio étudiante.